Dans l'infini de l'univers, il existe une magie qui transcende le temps et l'espace. Un pouvoir absolu qui, siècle après siècle, guide la destinée de tout être vivant. Les détenteurs de cette force se nomment Maîtres des Étoiles. Solis, maître du soleil, et Séléna, maître de la lune, s'aimaient d'un amour passionnel. Il vint un temps où ils se réunirent avec leurs semblables pour créer la confrérie des Maîtres des Étoiles. Cette organisation veilla à maintenir la paix et l'harmonie dans la galaxie, et cela fonctionna pendant plus de 10 000 ans. Cependant, il existait une étoile qui souffrait de cette harmonie, un maître qui depuis toujours jalousait les pouvoirs de Solis et l'amour de Séléna pour ce dernier. Hétéra, maître de l'étoile terrestre. Pendant des milliers d'années, il chercha le moyen de détrôner Solis et de séduire Séléna. Sa rancœur transforma Hétéra et fit de lui un être ténébreux, plein de colère et de ressentiment. Il mit en place un stratagème pour séparer les deux amants. Il prit l'apparence de Séléna et approcha alors Solis sans qu'il ne se méfie. Quand ce dernier baissa sa garde, le pouvoir de la terre se déchaîna et le fit disparaître, pour toujours. Séléna comprit alors ce qui était arrivé. Elle alla trouver Hétéra, affaiblie par son combat, et elle l'emprisonna à l'intérieur de la planète Terre. Puis elle annonça à la confrérie des maîtres qu'elle allait à son tour s'exiler dans la Lune, exerçant son pouvoir à maintenir Hétéra prisonnier de sa propre planète, et à faire briller, d'une lumière de feu, l'étoile de son amant pour l'éternité. Cet épisode brisa la confrérie, et chaque maître retourna vers sa planète. Cependant, une voix s'éleva à travers les cieux, celle d'Orva, maître de Vénus, prophétesse des étoiles. Je vous le dis, maître des étoiles, je vois venir le jour du retour de la puissance du soleil. Soyez vigilants, la confrérie des étoiles renaîtra. Tous entendirent la prophétie d'Orva, et les plus grands maîtres déplacèrent leur planète à travers la galaxie, vers le soleil, attendant la renaissance de son pouvoir infini. Evans! Loïs se redressa sans plus attendre sur sa chaise, ses cheveux châtain clair en bataille. Il venait une nouvelle fois de démontrer son désintérêt pour les cours d'histoire de Monsieur Cuneige. C'était la deuxième fois cette semaine qu'il s'endormait sur sa feuille de notes et il allait immanquablement en payer les conséquences. Monsieur Evans, veuillez expliquer au reste de la classe ce qu'est l'équilibre de la terreur. Je vous rappelle bien que ce ne soit pas une nécessité, que nous traitons ce trimestre de la guerre froide. Monsieur Cuneige était devant son bureau et fixait Loïs avec une lueur de contentement dans le regard. Il faisait bouger entre ses dents un clou de girofle et donnait l'impression de sortir tout droit d'un western avec sa chemise à carreaux et son jean rapiécé aux genoux. Avec un coup de coude discret, Eléa, sa meilleure amie et également voisine de table, le fit réagir. « Oh, oui, monsieur, bien sûr. » Il regarda alors son manuel ouvert, à la recherche d'un paragraphe qui pourrait l'aider. « Monsieur, s'il vous plaît !» Harmonie, au premier rang, sautillait presque sur sa chaise pour répondre à la question du professeur. Pathétique, Evans, pathétique. Vous viendrez me voir à la fin du cours. Loïs se demandait si le sourire carnassier qu'il voyait sur le visage du professeur, le plus inintéressant de tous les temps, était une illusion d'optique ou la simple et cruelle réalité. Puis, Cuneige se retourna vers le tableau. Allez-y, Malronde, nous vous écoutons. L'équilibre de la terreur et la stabilité militaire entre les États-Unis et l'URSS, entretenu par la peur d'une guerre atomique. Loïs retomba dans ses pensées. Harmonie Malron et son cerveau sorti tout droit d'une encyclopédie avaient l'art de le mettre de mauvaise humeur. Qui s'intéressait franchement à la guerre froide? Louis Evans, élève médiocre de terminale, aucune chance. Le reste du cours fut interminable. Le prof avait toujours un œil rivé sur lui. Quand la sonnerie retentit enfin, Loïs rangea lentement ses affaires dans son sac et traîna les pieds jusqu'au bureau pour recevoir les habituelles remontrances. Je souhaite rencontrer votre père, monsieur Evans. Nous allons au-devant d'une catastrophe. Si vous ne vous ressaisissez pas, vos notes sont pitoyables et votre attitude dans mon cours est irrecevable. Il finit par lever les yeux vers lui
en lui tendant une enveloppe dans laquelle il avait mis la lettre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous êtes collé 2 heures, mercredi après-midi. Sans même réfléchir, Loïs prit l'enveloppe et remercia même le prof pour la sanction. Il prit la porte, la tête ailleurs, et marcha vers la sortie du lycée, réalisant petit à petit qu'il allait avoir des ennuis en rentrant à la maison. Eléa l'attendait devant le bus, le sourire au coin des lèvres. Elle parla en imitant la voix pompeuse de Cuneige. C'est irrecevable, monsieur Evans. Une telle attitude relève de la Cour suprême. Vous serez torturé puis jeté au lion. C'est pas drôle, Eléa, il a convoqué mon père. Sans oublier les habituelles heures de colle du mercredi après-midi. Ils montèrent ensemble dans le bus et s'assirent côte à côte dans le fond. Ils habitaient tous les deux dans le quartier sud de Fano, une petite ville du centre de la France. Elle faisait à peu près la même taille que lui. Elle était plutôt grande pour une fille, Loïs, lui, était plutôt petit. Elle avait les cheveux mi-longs, bien noirs. Ses petits yeux, également noirs, apportaient à son visage une expression malicieuse. Loïs adorait la taquiner avec ça, en comparant son regard à celui d'un rat. Elle était sa meilleure amie et sa confidente. Il n'y a rien dont il n'aurait pu discuter avec elle. Il aimait sa simplicité, sa gentillesse et son humour électrique. Comment ton père va-t-il le prendre, Loïs? Je sais pas, mais c'est certain qu'il va pas être content. Loïs regardait dans le vide, ses yeux bleu-gris mystérieux, illuminés par le soleil à travers la vitre. Tu sais comment il est. Depuis que maman est partie, c'est comme si plus rien ne pouvait le faire sourire. Elle avait été là quand Mary Evans était tombée gravement malade. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour soutenir Loïs. Il avait 15 ans quand elle décéda après de nombreuses chimiothérapies. Il avait été très courageux. Elle l'admirait toujours pour ça. Allez, c'est juste un mauvais moment à passer. Et puis tu sais, je suis sûre que dans très peu de temps, on en rigolera. Elle reprit sa voix Cuneige. Jetez-le au lion. Ils rirent alors le reste du trajet. Les deux amis descendirent un peu avant leur arrêt. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver autour d'un chocolat dans le café du Batelin. Sam, le gérant, s'était habitué à leur visite quotidienne. « Salut vous deux, asseyez-vous, je vous amène votre chocolat. » Merci, Sam. Ils s'assirent à la table habituelle et Sam ne tarda pas à leur apporter les boissons chaudes. Il prit les quelques pièces que Loïs lui donna et retourna derrière son comptoir. Les deux discutèrent une petite heure avant de décider qu'il était temps de rentrer s'ils ne voulaient pas avoir de problème. Quand Loïs arriva chez lui, il faisait presque nuit. Il y avait de la lumière dans le salon et il pouvait entendre la télévision hurler. Il accrocha sa veste dans le placard de l'entrée et avança lentement vers le salon. Eric Evans dormait sur le canapé, les pieds sur la table basse. Il y avait un cendrier qui débordait de mégots, dont un était encore fumant. Il hésita, puis fit demi-tour vers la cuisine. Il ouvrit le frigo et but une gorgée de lait frais. Oui, allô? C'est moi, Loïs. Alors, tu lui as dit? Je viens juste de rentrer, Léa. Laisse-moi le temps d'enlever mes chaussures. Préviens-moi quand tu as du nouveau. Je m'inquiète pour toi. Mais oui, évidemment. Tu sais bien que tu sauras tout ce qu'il y a à savoir. Loïs, tu es entré? Oui, papa, je suis là. Ton lycée a appelé tout à l'heure. Tu t'es encore endormi pendant les heures de cours. Oui, papa. Mais je te jure que je fais pas exprès. J'arrive pas à m'intéresser à tout ça. Loïs s'était assis dans un fauteuil à côté de lui. Il sortit la lettre de son sac et la lui tendit. Tiens, c'est mon prof d'histoire, il veut te voir. Tu dois faire des efforts, Loïs. Je suis tout seul pour... Oui, papa, je sais. Loïs tourna la tête. Il souffrait lui aussi de l'absence de sa mère. Mais il ne pouvait s'empêcher d'en vouloir à son père qui avait arrêté de vivre en même temps qu'elle. J'appellerai ton professeur demain. Va manger, il y a une pizza dans le frigo. Loïs se détourna et alla dîner. Il envoya un texto à Eléa pour lui raconter, puis alla dans sa chambre. Elle était mal rangée, comme d'habitude. Très peu de décoration, un cadre avec une photo de famille au mur, et sur la table de chevet, juste une photo de sa mère, souriante. Il jeta son sac dans un coin, enleva ses vêtements et fila prendre une douche. Quand il eut fini ses devoirs, il prépara son sac pour le lendemain et sortit sur son balcon. Il monta sur le toit, grâce à l'échelle qu'il avait installée, puis il se coucha sur le point le plus haut de la maison, contemplant les étoiles à l'infini. Ce week-end-là, il y avait une soirée dans le quartier. Loïs n'avait pas particulièrement envie de s'y rendre, mais l'idée de laisser Eléa y aller sans lui était encore plus dérangeante.
Il finalisait sa coupe de cheveux devant le miroir quand on sonna à la porte. Papa! Ouvre s'il te plaît, c'est Eléa! Il entendit grogner quelque chose, puis des pas se firent entendre dans l'escalier. Loïs, dépêche-toi. Il se retourna, les mains toujours dans les cheveux, et regarda son amie, souriant malgré lui. Elle était très jolie dans sa robe noire. Elle avait légèrement frisé ses cheveux et s'était maquillé le visage de façon simple et naturelle. T'es très belle, Eléa. Merci Loïs, mais je suis aussi horriblement en retard. Elle avança vers lui, passa ses mains rapidement dans les cheveux de Loïs et lui fit un bisou bruyant sur chaque joue. Et voilà, beau comme un prince, allons-y. Ils descendirent finalement les escaliers et Eric les attendait en bas. Ne rentrez pas trop tard. Oui, papa, promis. Bonne soirée. Il y avait des gens partout dans toutes les pièces. Certains dansaient, d'autres buvaient ou flirtaient. Si Eléa était populaire et appréciée de tous, ce n'était pas le cas de Loïs. Il avait parfois la sensation d'être invisible. Et quand il arrivait à attirer l'attention de quelqu'un, il trouvait toujours quelque chose d'idiot à dire pour se ridiculiser. Il était condamné à être l'ado bizarre, sans mère et avec un père dépressif. Mais il n'avait que faire de leur opinion. Personne ne savait ce qu'il ressentait, sauf peut-être Eléa. Il se trouva un canapé pour s'asseoir avec un verre. Son amie semblait passer une des meilleures soirées de sa vie. Elle rigolait, dansait. Loïs sentait quelque part en lui une chose se révolter. Une bête sauvage hurlait en réponse à ce qu'il voyait. Il sentit une douleur dans sa jambe et se rendit compte que c'était en fait ses doigts qui s'agrippaient à sa cuisse. Il lâcha prise et se leva brusquement, prenant la direction du jardin qui était particulièrement vaste. Il n'eut aucun problème à trouver un endroit calme. Il se coucha dans l'herbe et scruta les étoiles. Il avait pris l'habitude de se détendre de cette façon depuis ces 2 dernières années. Le ciel lui apportait une étrange sérénité. Au bout de quelques minutes, il décida qu'il serait bien mieux chez lui. Il chercha Eléa dans la foule et la trouva dans la cuisine, adossée au frigo, les mains dans les cheveux d'un beau brun qu'elle embrassait fougueusement. Une fois le premier choc passé, il fit demi-tour et sortit en courant dans l'indifférence totale. Il marcha pendant plus d'1 heure sans but, ruminant des pensées noires. Eléa avait tout à fait le droit d'avoir un petit ami. Après tout, ce n'était pas ce genre de relation qu'ils avaient tous les deux. Mais quelque chose au fond de lui refusait d'accepter ça. Si elle tombait amoureuse, elle ne serait plus jamais pareille avec lui. Ils ne passeraient plus tout leur temps ensemble et lui serait seul au monde. Qui était-il pour l'empêcher de vivre sa vie ? Il envoya finalement un simple texto lui disant qu'il était fatigué et qu'il préférait rentrer. Puis il marcha vers sa maison, traînant la patte. Loïs resta enfermé chez lui tout le dimanche. La semaine qui arrivait ne s'annonçait pas de tout repos. Déjà, demain, à la première heure, il serait confronté aux questions d'Eléa concernant sa subite disparition lors de la soirée. En plus de ça, la journée finirait par le rendez-vous entre son père et Cuneige. Loïs, il est 7h30, tu vas rater ton bus. Il pleuvait dehors. Encore 1 mois et ce serait l'hiver. Il descendit les marches 4 à 4 et sortit de la maison. À ce soir, papa! Et n'oublie pas le rendez-vous à 18h. Eléa était déjà à l'arrêt de bus, évidemment. Elle le regardait arriver. J'ai encore raté le réveil. Tu ne t'es pourtant pas couché très tard samedi. Elle ne comptait pas lui laisser de répit, visiblement. Bon, je suis désolé, d'accord? Cette soirée était nulle, je m'ennuyais, alors je suis parti. Ça n'explique pas pourquoi tu n'es pas venu me voir. On est venus ensemble, on part ensemble. Pourquoi te priver d'une soirée? T'avais l'air de bien t'amuser, toi. Tu aurais pu me prévenir, me dire au revoir. Je me suis fait de soucis pour toi. Oh, arrête! J'ai pas besoin d'être tout le temps materné. Le bus arriva et il monta rapidement en tapant les pieds. Il alla s'asseoir et croisa les bras en regardant dehors. Eléa arriva doucement derrière lui et s'assit sur le siège à côté. Tu as une attitude étrange en ce moment, Loïs. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais ne rejette pas ta mauvaise humeur sur moi. Oh, je suis désolé. C'est le rendez-vous avec Cuneige ce soir. Je suis stressé. Oh, c'est donc ça. Je comprends mieux alors. Elle posa sa tête sur son épaule et la dispute s'arrêta là. Tout redevint comme avant. Eric et Loïs Evans attendaient devant le bureau de Monsieur Cuneige. Loïs s'attendait à passer un mauvais quart d'heure. Il avait peur de la réaction de son père. Il aurait presque souhaité qu'il lui crie dessus. Au moins, ça aurait prouvé qu'il ne lui était pas totalement indifférent. Tu sais, papa, maman me manque beaucoup à moi aussi. Je sais, fiston, je sais. Il faut qu'on se serre les coudes. Tout ira bien.
Voilà ce qu'il lui répétait depuis 2 ans. Mais il ne donnait pas l'impression de vouloir s'en sortir, bien au contraire. Monsieur Evans. Il l'accueillit en lui serrant la main. Eric entra et envoya un clin d'œil réconfortant à Loïs. Puis, la porte se referma. Les minutes passèrent très lentement. Il entendait parfois des bribes de conversation, mais pas assez distinctement pour en comprendre le sens. Après une demi-heure, la porte s'ouvrit violemment sur son père qui semblait fou de rage. « C'est vous qui avez besoin d'un psy. Allez, viens Loïs, on y va. » Loïs le suivait avec peine. Il marchait plutôt vite. Il avait un sourire sur les lèvres. Son père venait d'envoyer promener son prof d'histoire. Et Léa n'allait jamais vouloir le croire. « Ton prof est un idiot incompétent. Rappelle-moi d'écrire à ton directeur. » Oh oui, papa, ça j'oublierai pas. Ils rentrèrent à la maison, Eric toujours énervé, et Loïs au 7e ciel. Il courut dans sa chambre, écrire un texto à Léa, quand il entendit son père appeler en bas. Hé Loïs, ce soir on va au cinéma, ok ? Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. Ah bah, ouais, génial. C'est d'accord, papa. Loïs passa une soirée formidable avec un père éveillé. S'il n'était pas vraiment de bonne humeur, au moins il se comportait comme un être vivant et non comme un mort vivant. Le film était plutôt drôle, ils rirent tous les deux. Quand finalement ils rentrèrent, ils passèrent la porte et Loïs se retourna vers son père. Merci pour cette soirée, papa, c'était super. Oui, c'était très sympa. Je te souhaite une bonne nuit. À toi aussi. Il entra dans sa chambre et se jeta sur son lit, les yeux sur le plafond. Quand il entendit toquer à la porte-fenêtre du balcon, il se leva rapidement pour aller ouvrir à Eléa. J'ai passé une soirée formidable. On est allé au cinéma, on a mangé du popcorn, tu te rends compte? Elle le regardait avec un air de sincère incompréhension. Tu veux dire que le rendez-vous avec Kunesh ne s'est pas fini en bain de sang et que tu es sortie avec ton père? J'ai loupé un épisode ou je suis folle? Mon père est sorti du bureau de Kunesh en l'insultant, je sais pas ce qui s'est passé, et franchement je m'en fiche. Ils discutèrent un bon moment dans la chambre et s'inquiétant du bruit qu'ils faisaient, ils montèrent sur le toit. Ils étaient allongés tous les deux, contemplant les étoiles, et s'endormirent finalement sans s'en rendre compte. Loïs flottait dans les airs. Il se sentait léger et extrêmement serein. Il aperçut au loin un point lumineux. Il se rapprochait petit à petit. C'était une femme superbe. Elle semblait endormie, les cheveux blonds flottant dans les airs. Loïs s'approcha encore jusqu'à voir son visage. Soudain, la femme ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu très clair. Loïs. Il se réveilla alors en sursaut et faillit perdre l'équilibre. Tu as fait un cauchemar? Non, c'était pas un cauchemar. Il ne savait pas vraiment s'il était réveillé. Il avait encore le regard de cette femme dans la tête. Allez, viens, on rentre se coucher. Eléa rentra chez elle et Loïs se mit dans son lit, se repassant sans cesse, en boucle, le rêve de cette femme qui l'appelait. Ce soir-là, il dormit la fenêtre ouverte. Orva s'aventura dans une grotte. La pierre qu'elle foulait était pleine de vie et de puissance. Chaque parcelle de rocher était habitée par un esprit puissant et dévastateur. Elle pénétra dans l'antre du maître de Mars. Il était au centre de la pièce, en tailleur, les cheveux longs et bourriffés, la barbe en broussailles, et une vieille odeur de sang et de crasse émanant de lui. Harry sursauta. Il semblait être en pleine méditation depuis plusieurs semaines, et il détestait par-dessus tout qu'on le dérange. Bien sûr, Orva le savait, mais elle avait décidé qu'il serait le plus facile à convaincre, et donc le premier à l'entendre. « Que veux-tu, Vénus ?» Seuls ses yeux rouges avaient bougé, et fixaient désormais l'intruse. Mets de côté ta colère, frère. Le temps est venu pour nous de voir le pouvoir du soleil renaître de ses sangs. Foutaise, sorcière. Solis est mort. Le règne des étoiles n'est plus, et je croyais pouvoir compter sur la fin de tes prédictions tordues. Je l'ai rencontré, l'héritier. Il ne sait pas encore ce qu'il est, mais la terre gronde de sentir ce pouvoir ressurgir. Le maître de Mars, Bougon, commença alors à s'intéresser à elle. Comment peux-tu en être sûr, Vène ? Nous attendons depuis tellement de millénaires que tu dois être la dernière de la confrérie à croire encore au retour du soleil. Je vous l'ai dit,
à l'aube de cette solitude. Ce n'était pas la fin. Elle s'approcha de lui, tendit les mains devant elle, les deux paumes se faisant face. Entre les deux, un filet d'eau apparut et s'intensifia. Il se mit à tourner sur lui-même, formant une sphère parfaite. Sa surface était si lisse qu'on pouvait y voir son reflet. Regarde, Aréis, regarde-le. Aréis regarda la sphère et vit apparaître un jeune homme, un terrien, sans aucun doute. Un terrien? Quelle ironie. Tu ne peux juger de la valeur d'une vie à son origine. Son cœur est pur et il est sous bonne garde. La sphère se dissipa et Orva se retourna vers la sortie. Qu'en est-il de Séléna? A-t-elle refait surface? N'as-tu pas regardé la lune ces temps-ci, frère? Froide, dure et fermée. Elle fit quelques pas vers la sortie avant de jeter un œil à son frère. Tiens-toi prêt. Ce sera bientôt l'heure et nous aurons besoin de toi. Puis elle s'évanouit dans l'obscurité de la grotte. Aréis regarda la prophétesse disparaître. Il baissa les yeux sur ses deux mains, puis il serra les poings. Un léger sourire se dessina alors sur ce visage dur, le premier depuis bien longtemps. André était en train de tailler la haie de sa cliente comme tous les jeudis. Jardinier chez les particuliers, c'était son métier et sa passion. Madame Masson, voulez-vous que je tourne la pelouse quand j'aurai fini avec la haie? Oui, André, merci. Il descendit de l'échelle et rata une marche. Oh, oh. Il resta quelques secondes au sol avant de se relever. Il quitta la maison de Madame Masson sans un regard en arrière, abandonnant tout son matériel. Quelque chose dans son regard avait changé. Ce matin-là, Loïs était debout à l'heure. Il prenait son petit déjeuner en compagnie de son père. À en croire l'odeur dans la cuisine, la recette de gaufres n'était pas encore tout à fait au point. Cependant, ça n'avait pas d'importance pour Loïs, qui était ravi de voir son père ressuscité et de partager ce repas avec lui. À 7h30, il quitta la maison pour prendre le bus scolaire. Il attaquait la journée avec un cours de physique-chimie. Encore une perte de temps pour Loïs. Il était de toute façon bien trop occupé à essayer de reproduire son apparition de la veille sur le coin de sa feuille de cours. Il ne dessinait pas trop mal et était plutôt satisfait de son croquis. Qui es-tu? Il avait tenté de comprendre ce que ce rêve signifiait. Il en avait parlé à Eléa, dans le bus, le matin même, mais elle s'était moquée de lui. Sans doute une sorcière qui essaye de prendre le contrôle de son esprit, Loïs. Pas de quoi s'inquiéter. Mais je te dis qu'elle n'avait rien d'irréel. J'aurais pu la toucher. Il n'insista pas, et de son côté, elle passa à autre chose dans la seconde. Je suis contente que ton père aille mieux. Le rendez-vous du mois dernier avec Cunej avait finalement du bon, non? Il hocha la tête avec un sourire. La sonnerie retentit enfin pour les libérer des atomes et leur ouvrir la voie de la cantine. Ils se retrouvèrent dans le réfectoire bondé, plateau à la main, à la recherche d'une place assise. Il n'y avait qu'une seule table avec des places disponibles, et malheureusement, elle était occupée par Harmonie Malron, plongée dans un bouquin, la main cherchant désespérément sa fourchette à l'aveuglette. L'idée même de perdre une seconde à ne pas lire un bouquin devait être un supplice pour elle. Quand ils s'installèrent, elle jeta un œil sans un mot. Eléa entama une discussion sans faire plus que ça attention à elle. Dis, que comptes-tu faire pour ton anniversaire la semaine prochaine? La grande question annuelle était de retour. Tu le sais bien, Eléa, je n'aime pas qu'on fasse toute une histoire d'un jour comme les autres. Il allait être majeur, et rien n'allait changer dans sa vie, pour autant qu'il sache. Quant à l'occasion de faire la fête, il était bien évident que personne n'oserait envisager l'idée de se rendre à une soirée organisée par l'homme invisible qu'il était. Ok, on fera rien de spécial alors, tant pis. On n'aura qu'à aller au ciné. D'accord pour un ciné. C'est cet instant qu'Harmonie choisit pour sortir du silence. Vous croyez vraiment que le cinéma va vous rendre plus intelligent? Elle se tourna vers Loïs,
qui était assis à côté d'elle. Je te vois en cours, tu sais. Jamais concentré, la tête dans les étoiles. Ce n'est pas comme ça que vous aurez vos examens, croyez-moi. Loïs haïssait son petit ton arrogant de Madame Je sais tout. Il hésita d'abord à lui mettre sa cuillère de purée de carottes dans la tête, ce qui au passage lui aurait épargné de devoir la manger. Puis se rappela qu'il était quelqu'un de civilisé malgré tout. Tu sais, Harmonie, t'es gentille, mais nous ne sommes pas tous capables de nous intéresser à des cours qui n'ont aucun sens concret. Ce n'est pas parce que tu n'y trouves aucun sens que tu dois pour autant considérer que c'est une généralité. Son regard revint vers son livre, tout en continuant à parler. Mes parents m'ont toujours dit que sans les études, il est impossible d'avoir un travail convenable et une vie stable. En entendant cette fille à papa parler de ses parents avec autant d'admiration et de conviction, Loïs ne put s'empêcher de se crisper. C'est que Loïs voulait te dire... Alors, premièrement, ce que pensent tes parents, je m'en fiche. C'est sûr que c'est facile de penser à son avenir quand on est bien au chaud dans son cocon familial et bien heureux. Mais ma chère Harmonie, la vie, pour certains d'entre nous, c'est avant tout survivre. C'est avant tout prendre soin de ceux qu'on aime et un jour, les voir partir. Il se rendit compte que tout le réfectoire était d'un silence absolu, donnant à son plaidoyer une résonance religieuse. Harmonie était livide. Pardon, Loïs. Je ne voulais pas. Peu importe. Il se leva et sortit du réfectoire avec le peu de dignité qu'il lui restait. Pour une fois, il n'avait pas été invisible. André avança jusqu'à la porte d'entrée. Il frappa brutalement. Il était épuisé, il avait beaucoup marché. Il s'était arrêté 2, peut-être 3 fois pour dormir et boire un verre. Il ne se souvenait pas non plus avoir mangé quoi que ce soit. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il devait marcher encore jusqu'à son objectif. Pourquoi ? Ça, il l'ignorait. La porte finit par s'ouvrir sur un homme de taille moyenne, aux cheveux bruns, mal coiffé, avec une barbe de 2 jours. C'était étrange. Il éprouvait pour cet homme à la fois une indifférence profonde et un intérêt obsessionnel. Bonjour. Solis. Mais... Solis. Qu'est-ce que vous voulez Solis. L'homme, à 2 doigts de refermer la porte, perdait patience. Qu'est-ce que vous voulez à la fin Solis. Quoi, Solis Solis. Alors il brandit la pierre qu'il avait ramassée sur le chemin, puis la battit violemment sur le crâne de celui qui lui faisait l'obstacle. Il entra finalement dans la maison, laissant le corps inerte sur le pas de la porte. Il eut beau faire le tour de la maison, il ne trouva pas ce qu'il était venu chercher de si loin. Une partie de lui entendait au loin des sirènes retentir. Qu'importe. La chose qui contrôlait son corps n'y portait aucune attention. Il était dans une pièce assez mal rangée. Il s'approcha d'un mur sur lequel un cadre était accroché. Il tendit la main, le saisit, et ses yeux virent un couple et un enfant. 7 enfants. Puis il s'écroula. Enfin, la journée était terminée. Après l'épisode au réfectoire, Loïs avait rasé les murs toute la journée. Il avait conscience de s'être laissé emporter, mais il se sentait seul et abandonné, à la fois par sa mère, mais tout autant par son père. Comment pourrait-il penser cours, école, avenir, alors qu'il avait une blessure ouverte au cœur et que jamais il ne retrouverait ce qu'il avait perdu ? Il faisait tout son possible pour éviter Eléa, qui, de son côté, ne voulait pas le lâcher d'une semelle. Il avait traversé le lycée et arrivé en vue de la porte, quand une voix l'interpella. C'était Cuneige. Il s'arrêta et se retourna, attendant que le professeur d'histoire le rattrape. Il vit Eléa sur ses talons. Evans, je suis désolé, mais il faut que vous vous rendiez à l'hôpital. Votre père a été agressé. Louise jeta un regard à Eléa, qui était juste derrière. Elle courut vers lui et lui prit la main en le tirant. Merci monsieur, je l'emmène. L'hôpital, encore. Il ne réalisait pas et se sentait complètement abattu. Ils arrivèrent à l'hôpital, se présentèrent aux urgences, où une infirmière les guida jusqu'à la chambre d'Éric. Ce dernier, allongé dans son lit, un bandage autour de la tête, était visiblement endormi. L'infirmière jeta un regard compatissant aux 2 adolescents. Nous ne sommes pas parvenus à joindre votre mère. Elle est morte. Elle est morte il y a 2 ans. Il n'y a plus que moi. Il s'approcha du lit, livide, et toucha la main de son père. Il est sonné, ne t'inquiète pas. Il a reçu un choc violent sur la tête et il se repose. Nous allons l'emmener passer un scanner dans quelques minutes, mais il est inutile de... Que s'est-il passé ? On m'a dit qu'il avait été agressé.
L'infirmière, légèrement embêtée, s'apprêtait à lui répondre quand Eric se manifesta. Loïs, c'est toi? Il se réveillait doucement en se frottant le front. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il ouvrit grand les yeux et se redressa tant bien que mal en agrippant le bras de son fils. Tu vas bien? Il ne t'a rien fait? Non, tout va bien. J'arrive du lycée et on m'a dit que tu avais été agressé. Un fou. C'était un fou. Il ne savait même pas parler, je crois. Il hurlait juste saucisse ou quelque chose comme ça. Il se tourna vers l'infirmière. Vous en savez plus? Est-ce qu'il a été retrouvé? Pour le moment, le scanner est prêt et vous devez vous reposer. La police viendra éclaircir tout ça plus tard. Toute cette histoire commençait à prendre une tournure assez inquiétante. Quand elle mentionna la police, Loïs et Eric échangèrent un regard et ce dernier fit un semblant de sourire pour essayer de rassurer son fils. Il n'était pourtant pas dupe et fit bonne figure aussi pour ne pas l'inquiéter davantage. L'infirmière partit avec lui et il se retrouva seul dans la chambre avec Eléa. Un fou? Pour une saucisse? Eléa n'avait pas pipé mot depuis qu'ils étaient arrivés à l'hôpital. Elle était tout aussi choquée et peut-être même plus que Loïs. D'ailleurs, il en fut étonné, elle qui était un roc, d'un sang-froid absolu depuis toujours. Eléa? Ça va, t'as pas l'air bien. Immédiatement, elle eut l'air de se reprendre. Oui, excuse-moi, je suis un peu perdue dans cette histoire. Un mec qui agresse son père pour une saucisse ici à Fano? Tu te rends compte? Elle se dirigea vers la porte. Je peux te laisser une seconde? Je dois aller aux toilettes. Ça va aller, toi? Oui. Il eut à peine le temps de répondre qu'elle était déjà sortie. Bref, peu importe. Visiblement, même Eléa pouvait parfois être incapable de gérer une émotion forte. Il s'assit sur un fauteuil dans l'angle de la chambre, dans l'obscurité. Soudain, il entendit parler devant la porte. Monsieur Evans? Oui, nous l'avons emmené il y a une vingtaine de minutes. Il ne devrait pas tarder à revenir. Vous avez arrêté l'agresseur? Écoute, c'est très étrange, Béa. Garde ça pour toi, mais quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé la victime inconsciente. L'ambulance l'a emmenée rapidement. Mais nous avons découvert qu'il y avait un deuxième corps à l'étage. Il a été admis un peu après. Mais il n'était pas en si bon état que ton patient là. Ils l'ont immédiatement emmené aux soins intensifs. D'après Bernard, il serait dans le coma. Mais Jean, comment est-ce possible? Eh bien, tu comprends pourquoi je veux interroger ton patient, mais il est possible qu'il y ait une troisième personne sur les lieux et qu'elle soit partie avant. Puis les voix s'éloignèrent. Loïs était adossé au mur, essayant de remettre toutes les informations en ordre et de rendre le tout cohérent. Sauf que son père n'avait parlé que d'un seul homme, et en plus, qui n'aurait pas toute sa tête. Donc comment expliquer la présence d'un troisième? Mais où était donc passé Eléa? Il avait besoin d'aide pour éclaircir tout ça, et surtout lui révéler ce qu'il avait entendu. Il ouvrit la porte pour tenter de la retrouver, quand elle apparut soudainement devant lui. Légèrement essoufflée, une goutte de sueur sur le front. Elle avait cependant retrouvé son sourire. Bah alors, t'étais où? Je me suis sentie mal, je ne sais pas. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Enfin, on s'en fiche. Tu vas bien? Elle lui posa la main sur l'épaule dans un geste d'affection et alluma la lumière en entrant dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais dans le noir comme ça? Il ferma la porte en vérifiant rapidement que la fameuse Béa ne soit pas dans les parages et entreprit de raconter à son ami ce qu'il avait entendu. Mais tu es sûr qu'il parlait de ton père? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent aux urgences chaque jour. Mais je te dis que c'était pour lui. Tu te rends compte? Dans le coma! Finalement, mon père a eu plus de chance que lui. Qu'est-ce qu'il cherchait chez moi? Et cette histoire de saucisse n'a aucun sens. Mon père a sûrement dû avoir les idées toutes retournées à cause du coup à la tête. Loïs, je t'assure que tu fais toute une histoire. La raison est simple. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Ils se sont sûrement disputés sur place et... Attends, si t'étais en plein cambriolage, est-ce que tu prendrais le risque de laisser un de tes complices sur place, laissant à la police un indice de taille pour te retrouver? Eh bien... Je crois que mon premier réflexe en voyant la police arriver serait de partir le plus vite possible. La porte s'ouvrit brusquement, interrompant leur conversation. Son père revenait du scanner. Un docteur les informa qu'il était hors de danger, qu'il aurait juste mal à la tête un moment. Il devrait aussi se rendre au commissariat de police pour porter plainte et pour qu'un policier prenne sa déposition. Une fois les démarches administratives achevées, ils rentrèrent tous les trois en taxi. Eric alla directement se coucher et Eléa rentra chez elle en 4e vitesse. Loïs, seul debout dans l'entrée, regardait autour de lui sans comprendre. Absolument rien n'avait été cassé ou volé. Il vérifia que la porte était verrouillée et monta finalement dans sa chambre. Il se dirigea vers son lit quand il sentit du verre brisé sous ses pieds. Il baissa alors les yeux sur le cadre qu'il avait depuis très longtemps accroché sur son mur. Il en était sûr, quelqu'un était entré dans la chambre et avait regardé puis laissé tomber cette photo. Mais pourquoi ? Le lendemain,
La journée se passa presque normalement. Des bruits couraient au lycée qu'il s'était encore passé des choses du côté de la famille Evans, mais pas plus d'informations n'avaient filtré. Eléa était dans un état pitoyable. Quand il la vit arriver, elle était livide et le visage crispé. Elle prétexta une petite grippe et fut des plus discrètes jusqu'au soir où ils se séparèrent sans cérémonie. Il ouvrit la porte de chez lui, qui était fermée à clé, et rejoignit son père dans le salon. « Salut papa, t'as passé une bonne journée ?» Il a disparu. Loïs regardait son père les yeux ronds. L'inspecteur en charge de l'affaire vient d'appeler. Le corps de l'homme qui m'a agressé a disparu de sa chambre d'hôpital. Mais ne t'inquiète pas, j'ai vu cet homme et il était fou. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Nous ne le reverrons pas. Loïs attendit en silence. Il hésita beaucoup à partager cette information avec son père, mais étant donné qu'Eléa était hors jeu, il avait besoin de parler à quelqu'un. Et après tout, son père était quand même la personne la plus indiquée pour discuter des faits. Papa, je dois te dire quelque chose. Hier, en rentrant de l'hôpital, j'ai trouvé ma chambre comme je l'avais laissée à une exception près. Le cadre de nous trois qui était accroché au mur était brisé au sol, au milieu de ma chambre. Le silence régna pendant plusieurs secondes avant qu'Eric réponde à l'information. Tu veux dire qu'il n'était pas comme ça quand tu es parti ? Tu n'aurais pas pu le faire tomber en enfilant ton sac hier matin sans t'en rendre compte ? Non, papa, j'en suis sûr. Il est allé dans ma chambre et il a pris ce cadre. Et il y a autre chose. Quand tu étais en train de passer ton scanner hier, j'ai surpris un policier et une infirmière en train de discuter de ton agression. Il lui disait que l'homme dans le coma a été retrouvé à l'étage et que forcément il y avait une troisième personne dans la maison. Il n'y avait qu'un seul homme, c'est sûr. Tout ceci n'a aucun sens. Prends ta veste. Ce policier veut m'interroger concernant tout ça. Et je ne veux pas te savoir seul ici, tant que je n'en saurai pas plus. Ils arrivèrent rapidement au commissariat. Un homme vint chercher Eric après 20 minutes, laissant Loïs seul. Après plus d'une demi-heure, il décida d'aller respirer un peu d'air frais malgré l'hiver. Il n'avait jamais été très sensible au froid. Il indiqua à la personne à l'accueil de prévenir son père qu'il sortait prendre l'air. Il faisait déjà nuit. Le soleil se couchait tôt en cette saison. L'extérieur était relativement mal éclairé. Il marcha devant lui, lentement, pour ne pas s'éloigner trop du bâtiment et subir ensuite les remontrances de son père. Louis Evans ? Il eut à peine le temps de voir un homme gigantesque tout en noir, avant de recevoir un choc sur la tête et de s'effondrer, inconscient.